Chers amis, quelle aventure que ce 5e épisode de Cigarillos et Calva. Il devait être consacré à Chuck Palahniuk dans un premier temps, puis, actualité inédite oblige, j'ai voulu vous livrer une émission intitulée Éloge littéraire de Théodore Kaczynski, et la tempête s'y rend, empêchant quelques recherches de mon côté pour boucler l'émission, m'oblige à me rabattre sur un autre sujet. Troisième sujet donc pour un seul numéro. Cette fois-ci, c'est Bret Easton Ellis contre les cerbères du politiquement correct. Et au moment où j'enregistre ce podcast, je ne sais même pas si je pourrai le diffuser dans les temps, le vendredi 3 novembre à 19h, puisque je suis, au moment où j'enregistre cette émission, coupé du monde par cette fameuse tempête. En tout cas, peu importe quand vous l'écoutez, bienvenue dans le 5e épisode de Cigarillos et Calva, consacré à Bret Easton Ellis contre les cerbères du politiquement correct. Suite à la lecture du très bon roman Les Éclats, paru en français cette année aux éditions Robert Laffont, j'ai eu envie ou besoin de prolonger mon aventure Easton-ellisienne en me replongeant dans ces deux ouvrages qui prenaient tranquillement la poussière dans ma bibliothèque, Moins que zéro et White. J'ai également loué le film American Psycho, car des amis me l'avaient fortement conseillé après que je leur ai fait part de mon revival Easton-ellisien. J'avais découvert Bret Easton Ellis par hasard, avec Moins que zéro, par une amie qui m'avait conseillé une dizaine d'ouvrages de la Beat Generation, mais je n'avais pas vraiment accroché. À l'époque, le peu de littérature américaine que je lisais se limitait presque à Palahniuk et Bukowski. Je suis quand même revenu à Bret Easton Ellis quelques années plus tard, et même un bon paquet d'années plus tard, lorsque White est sorti. J'avais été doublement attiré par cet ouvrage, mis en avant par un libraire inspiré, d'abord par le titre, White, puis par le nom de l'auteur qui me ramenait à l'époque de ma découverte de cette Beat Generation. Et je fus finalement convaincu par la 4e de couverture, qui me fit réaliser qu'il ne s'agissait pas d'un roman, mais d'une espèce de pamphlet anticonformiste. White fut une belle surprise. J'ai été amusé par la similitude entre l'extrait de White. Je n'ai jamais succombé à la tentation de donner au public ce que je croyais qu'il aurait peut-être voulu. J'étais le public et j'écrivais pour me faire plaisir et me soulager de la douleur. Car elle faisait écho à une citation qui a eu beaucoup d'impact sur mon rapport à l'écriture quand j'étais jeune, une citation de Chateaubriand dans ses Mémoires d'outre-tombe. J'écris principalement pour rendre compte de moi à moi-même. Une citation qu'on peut compléter avec une autre quelques pages plus loin dans ces mêmes mémoires, mais dans cet écrit qui ne paraîtra qu'après moi, que j'ai entrepris pour me soulager, pour donner une issue aux sentiments qui m'étouffent, pourquoi me contraindrais-je ? Ainsi, White et Bret Easton Ellis font-ils écho, lorsque j'attaque la lecture de cet ouvrage, à la littérature qui m'habite à ce moment-là depuis des années, et pour encore de nombreuses années, les œuvres traditionnelles françaises et les pamphlets. Cette constatation se confirmera tout au long du bouquin d'Easton Ellis qui, comme ses autres bouquins, nous emmène d'un point A à un point B sans qu'on s'en rende compte, en se laissant porter par l'indéniable talent narratif de l'écrivain. Ainsi, le lecteur réactionnaire lira-t-il sans surprise mais avec satisfaction l'extrait suivant. En équilibre instable sur la pointe des pieds, nous sommes entrés, semble-t-il, dans une sorte de totalitarisme qui exècre la liberté de parole et punit les gens s'ils révèlent leur véritable personnalité. Ou encore, c'est une époque qui juge tout le monde si sévèrement à travers la lorgnette de la politique identitaire que vous êtes d'une certaine façon foutu si vous prétendez résister au conformisme menaçant de l'idéologie progressiste qui propose l'inclusion universelle sauf pour ceux qui osent poser des questions. Chacun doit être le même et avoir les mêmes réactions face à n'importe quelle œuvre d'art, n'importe quel mouvement, n'importe quelle idée, et si une personne refuse de se joindre au cœur de l'approbation, elle sera taxée de racisme ou de misogynie. C'est tout ce qui arrive à une culture lorsqu'elle ne se soucie plus du tout d'art. Quand il parle de logique identitaire, Bret Easton Ellis, il parle de l'identité gay, pour information, puisque ce terme revient plusieurs fois dans White. Et même si, dans l'extrait que je viens de lire, l'auteur n'invente pas l'eau tiède, le fait que cet auteur soit à la fois mainstream et désabusé, le fait qu'il donne des exemples en plus de ses réflexions,
le fait qu'il soit réactionnaire et best-seller, tout cela procure un plaisir de lecture à tout homme de droite, comme cette charge contre la police de la pensée avec laquelle il dîne pourtant parfois en ville. Je cite. Il n'y avait pas encore une chose comme le crime de pensée, qui est aujourd'hui une accusation quotidienne. Les gens s'écoutaient les uns les autres, et je me souviens d'un temps où vous pouviez avoir des vues très arrêtées et remettre en question les choses ouvertement, sans être considéré comme un troll et un ennemi à bannir du monde civilisé, si vos conclusions s'avéraient différentes. Notre culture aujourd'hui, l'incapacité croissante à accepter le moindre point de vue qui diffère du statu quo moralement supérieur. Ne pas être capable ou ne pas vouloir se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre afin de voir le monde d'une façon complètement différente de la vôtre, est le premier pas en direction de l'absence d'empathie. Et c'est la raison pour laquelle tant de mouvements progressistes deviennent aussi rigides et autoritaires que les institutions qu'ils combattent. Et à propos de cette police de la pensée, Easton Ellis consacre 2 pages à un exemple intéressant pour nous, car il concerne des Français. Je cite. On a touché le creux de la vague de la vie culturelle en 2015, avec l'effort concerté de 200 membres au moins de PEN America, une organisation littéraire éminente dont font partie la plupart des écrivains, de ne pas accorder aux survivants du massacre de Charlie Hebdo à Paris la récompense nouvellement créée, le Freedom of Expression Courage Award. Tout le monde n'admire pas les dessins lubriques et les descentes en flammes du catholicisme, du judaïsme et de l'islam de cet hebdomadaire satirique, incluant des dessins obscènes sur Mahomet. Mais il y a des gens qui aiment vraiment, d'autres qui sont offensés, et avant le massacre, ils ne se vendaient pas si bien que ça. Lorsque 2 tueurs islamistes offensés sont entrés dans les bureaux de Charlie Hebdo en janvier et ont assassiné 12 personnes au cri de Dieu est grand et le prophète est vengé, les gens dans le monde entier ont été choqués, mais peut-être pas surpris. Nous en étions là depuis un certain temps. Et il semblait approprié que Penn salue cette perte en décernant à Charlie Hebdo le prix de la liberté d'expression en mai lors de son gala annuel à New York. Et cependant, il s'est trouvé un certain nombre d'écrivains américains pour minimiser cette tragédie par un récit sentimental, afin d'encourager le boycott de cette reconnaissance. Leur argument était que Charlie Hebdo se moquait de personnes déjà marginalisées, et en accordant cette récompense, Penn valoriserait de façon sélective un contenu inapproprié, un contenu qui intensifie les sentiments anti-islamiques et anti-arabes déjà répandus dans le monde occidental. Ma réaction, c'est toujours Bret Easton Ellis qui parle, ma réaction a été la même que celle que j'avais eue face à des sentiments semblables exprimés au cours des dernières années, si ce n'est qu'elle a été plus rapide et plus dure. 2 petits points. Qu'est-ce que ça peut foutre ? N'importe quel meurtre devrait-il être rationalisé sous prétexte que quelqu'un avait été offensé par la façon dont une opinion avait été exprimée ? Les écrivains qui boycottaient le Penn Award avaient décidé de tracer une ligne où commençait la liberté d'expression et où elle prendrait fin. Et une fois encore, j'ai commencé à imaginer le labyrinthe effrayant qui, de plus en plus, se proposait à moi, dans lequel une faction de notre société exige la censure d'une autre faction au nom de ses conceptions et des nobles intentions, de la paix et de la bonne volonté. Je n'avais jamais pensé que Penn honorerait un contenu spécifique, mais plutôt un principe. La récompense a été finalement accordée à Charlie Hebdo parce qu'un plus grand nombre de membres de Penn avaient décidé que le magazine la méritait. Cependant, existaient toujours les 200 écrivains qui avaient été offensés et avaient le sentiment que Charlie Hebdo était allé trop loin dans la satire, ce qui suggérait qu'il y avait un nombre limité de cibles qu'humoristes et satiristes étaient autorisés à viser. Fin de citation. Au-delà des envolées de l'auteur contre la police de la pensée, c'est toute l'ambiance anti-trumpiste de 2016 à 2020 que l'auteur semble exécrer. Il ne se prive pas, par exemple, de charger les autoproclamées victimes qui veulent qu'on les regarde pleurer et qu'on les tienne en haute estime pour leur simple statut de victime. Je cite à nouveau. Se poser en victime est comme une drogue. Vous vous sentez délicieusement bien. Vous obtenez tant d'attention de la part des autres. En fait, cela vous définit. Vous vous sentez en vie, et même important, alors que vous exhibez vos prétendues blessures afin que les gens puissent les lécher. Est-ce qu'elles n'ont pas un goût exquis ? Chaque fois que j'entendais certaines personnes péter les plombs au sujet de Trump, ma première réaction était toujours « Vous avez besoin d'être sous sédatif. Vous avez besoin de voir un psy.
Vous avez besoin d'en finir avec le grand méchant homme qui vous aide à concevoir toute votre vie comme un processus de victimisation. Fin de citation. En pointant du doigt la bourgeoisie états-unienne anti-Trump, en multipliant les situations concrètes, Bret Easton Ellis fournit presque 300 pages à la fois anti-gauchistes et agréables à lire comme un roman de Bret Easton Ellis. Et une fois de plus, le réactionnaire français peut s'y sentir bien, comme lorsque l'auteur dénonce l'infernal processus qui veut faire de chacun d'entre nous les employés modèles de ce système. Je cite. Une démence exigeant la perfection humaine, des citoyens impeccables, des camarades propres et aimables et requérant des milliers d'excuses par jour. Et si vous ne suivez pas les nouveaux règlements de l'entreprise, vous serez banni, exilé, effacé de l'histoire. Ou encore quand il charge l'insupportable information continue. Le cycle de nos informations, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a tendance à se tarir et à mettre en avant certaines voix qui ne devraient pas nécessairement être entendues. Comment ne pas penser à certains experts de plateaux de télévision, surtout pendant l'épisode Covid, un an seulement après la sortie de White et de Bret Easton Ellis. Cerise droitarde sur le gâteau, White se termine en feu d'artifice anti-gauchiste, notamment avec les pages 283 à 286 et la page 290 à moins de 10 lignes de la fin de l'ouvrage, un feu d'artifice que je vous laisse découvrir pour ne pas livrer ici une citation plus longue que l'émission, mais quand même, citons cette fin de page 290 qui est révélatrice de l'état d'esprit pourri de l'establishment qui n'aura jamais une occasion de nous faire la morale. Je cite cette fameuse page. Donc on est 10 lignes avant la fin du livre. L'étoile de Trump sur Hollywood Boulevard a été détruite à coups de pioche à un acteur ressemblant à un Lorax de 70 ans qui a dit que Trump aille se faire foutre lors des Tony Awards. Petite parenthèse, il s'agit de Robert De Niro, si je ne me trompe pas. Parenthèse fermée, je reprends la citation. Une animatrice de télévision a traité la fille du président de connasse incapable pendant son émission. Un autre acteur a suggéré que le fils du président, âgé de 11 ans, soit enfermé dans une cage avec des pédophiles. Et tout cela en provenance d'Hollywood, le pays de l'inclusion et de la diversité. Fin de citation. On le voit, la réaction de Bret Easton Ellis à la dictature de la bien-pensance n'est pas feinte. Il ne s'agit pas du ronchonnement d'un boomer blanc désabusé, comme on a pu le voir avec Bec BD, mais bien de l'expression d'une vision du monde, ou plutôt une attaque en règle contre la police de la pensée qu'il exècre. Par ailleurs, l'opposition radicale entre l'homosexualité de Bret Easton Ellis et le militantisme LGBT est révélateur d'une pensée sincère. Ces positions ne sont pas une saute d'humeur. Dans son très bon dernier roman, Les Éclats, paru en mars 2023 dans la collection Pavillon chez Robert Laffont, au détour d'une scène impliquant les deux héros de l'histoire, Bret Easton Ellis prend ses distances avec les réflexes communautaires ou d'entreprise, comme il dit dans White, de la communauté LGBT, dont la passion est d'être offensé ou de faire la publicité de ce sentiment d'offense à des fins politiques ou d'autopromotion. Je cite. « Je trouvais aussi légèrement homophobe la réaction de Robert vis-à-vis des avances de Terry. Mais bon, ai-je pensé ensuite, je n'étais pas un mec hétéro et je me suis rappelé soudain que j'avais été offensé par la possibilité que Lise Schaffer, ivre, me drague l'année dernière et je me suis alors senti connecté au fait que Robert se sentait outragé. » Fin de citation. Cette capacité d'empathie, dont il parle déjà dans White, on l'a cité tout à l'heure, cette capacité donc de se mettre à la place de l'autre, différencie de manière radicale l'écrivain inverti des militants LGBT qui font commerce de l'homophobie. Et c'est une différence fondamentale qu'on voyait déjà donc dans le fameux White qui me fit renouer avec cet auteur. Dans White, justement, cette opposition entre le fait d'être inverti et celui d'être un militant de la cause LGBT est explicitement théorisée, détaillée, notamment dans ce commentaire de film. Je cite. « Ils sont tous les deux séduisants, mais pas de la façon stéréotypée que les médias gays avaient en général adoptée, du moins en 2011. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas des personnalités et ne sont pas, dans le jargon, des folles.
Ce sont tout simplement deux types qui se rencontrent, qui sont attirés sexuellement l'un par l'autre, couchent ensemble et se réveillent dans l'appartement de Russell le samedi matin. Pas de folle ici, pas de signifiant gay. Les hommes appartiennent certainement à la petite bourgeoisie et n'ont rien de fabuleux. Il n'y a pas le moindre mélodrame ou la moindre hystérie. La fin, comme le reste du film, ne dérive pas vers l'hyperbole dramatique ou l'idéologie, et elle est déchirante dans son refus de gonfler ou de vendre quoi que ce soit. Il n'y a pas de programme. C'est simplement un film sexy, drôle et triste. Il n'y a rien de joli, d'adorable ou de tragique dans ce film. C'est le film Weekend en l'occurrence. Et ce film ne succombe pas à la banalité des messages d'intérêt public que l'on trouve dans tant de films homo qui circulent dans les festivals. Les bonnes intentions de Weekend sont exactement ce que Brody trouve frustrant. Ce sont des personnes, pas des représentants d'un noble idéal impossible auquel la corporation de la communauté gay aspire et qu'elle embrasse, ce modèle entraînant et fadasse dans lequel tout est constamment vécu à travers le prisme de la politique et de l'idéologie identitaire, et selon les règles qui déterminent la manière dont on devrait s'exprimer dans les limites d'une certaine bienséance. Quelques-uns, au sein de cette communauté inflexible, s'en étaient pris au film Weekend lors des premières projections. Selon IFC qui distribuait le film et avait souhaité que le film fût plus positif pour les gays, s'inquiétant de ce que les types portent bien des préservatifs et se souciant de la quantité d'herbe qu'ils fument, de bière qu'ils boivent et de cocaïne qu'ils partagent le samedi soir, à quoi venait s'ajouter qu'ils se disputent, blasphème, sur l'importance du mariage gay. On aurait dit que certains, dans la souriante corporation de la communauté gay, refusaient aveuglément de comprendre le film selon ses propres termes. Comme l'a écrit A.O. Scott dans le New York Times, Weekend traite des paradoxes et des perplexités de l'identité gay à une époque de la politique post-identitaire. Le choc provoqué par Weekend est qu'il ne contient et ne soutient aucune cause politique. Voilà ce que le long commentaire de réaction au film Weekend que fait Bret Easton Ellis et qui est vraiment paroxysmique de la différence entre être un gay comme Bret Easton Ellis et être un militant LGBT comme tous les petits pincés, là, les petits pinces sans rire, les ayatollahs du LGBTisme. Et si ce n'est pas assez clair, Bret Easton Ellis enfonce le clou quelques pages plus loin. Le fait de proclamer qu'on est gay a toujours été ressenti comme une aliénation par certains d'entre nous. Le communiqué de presse enjoué, le masque du sourire pour nous assurer que tout est génial, les types gays qui rejettent le culte du like, en restant réels et imparfaits, ne sont tout simplement pas ce que les cerbères de la culture gay veulent. Mais ce n'est pas non plus ce que veulent les cerbères de n'importe quelle culture aujourd'hui. Et enfin, toujours dans White, à propos cette fois donc de l'association LGBT GLAAD, il dit ceci. Elle prêchait la tolérance mais s'empressait de gifler quiconque ne marchait pas au pas de son programme et de son idéologie. Ce que le GLAAD contribue à renforcer, c'est la réduction des gays à des bébés hypersensibles. On imagine en effet difficilement des militants LGBT tomber sur cette description de Bret Easton Ellis dans son tout premier roman Moins que zéro, je cite, « Ces deux crétins de PD », fin de citation, et faire comme si de rien n'était. Même si l'homosexualité de l'auteur, et in fine des héros qu'il invente, n'a rien de glorieux, bien au contraire, à coup sûr la prose d'Easton Ellis finira-t-elle un jour lissée par des sensitivity readers avides de politiquement correct. En attendant, il est tout de même intéressant de savoir et de noter que contrairement à ce que la communauté gay, comme ils disent, prétend, il n'y a pas dans cette communauté-là non plus une unanimité politique. Il ne faut donc pas que nous, les hommes droits, ayons des craintes ou des scrupules à nous opposer également au délire gaucho woko LGBTiste. Rien que pour White et pour la qualité de son dernier roman Les Éclats, relire Bret Easton Ellis fut un plaisir que je conseille aux amateurs de divertissement littéraire. Voilà les amis, c'est la fin de ce 5e Sigarios et Calva, consacré à Bret Easton Ellis contre les cerbères du politiquement correct. On se retrouve très bientôt avec l'éloge littéraire de Théodore Kaczynski et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. À très bientôt.